Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire à l'écoute des familles. L'Imaginoire est une émission pensée et réalisée par des familles touchées par la déficience visuelle, mais qui s'adresse à toutes et tous. Alors oui, de déficience visuelle, il en sera un chouïa question, mais aujourd'hui, nous parlerons surtout de philosophie, avec Clément Chélan autour de son livre « Et si la philosophie ?» Découvrir et comprendre en 89 textes, dont des extraits seront lus par Marie-Françoise. Puis, en seconde partie d'émission, nous aurons le plaisir de retrouver Valérie, dont nous avons tiré le portrait dans l'émission précédente, et qui, en fin d'émission, nous proposera en exclusivité sa toute première chronique de podcast, nommée « La peau ». Émission chargée, alors je n'en dis pas plus, je vous souhaite une bonne balade, et on ouvre avec une première question. Clément, est-ce que tu veux bien te présenter ? Et voici ce que répond le philosophe. Un philosophe, c'est tout d'abord un humain, et c'est un humain qui a une réflexion. Il cherche les rapports qu'il peut y avoir avec les autres, avec le monde et avec soi-même. Bonne balade. Il cherche à comprendre. Bonne écoute. Il ne tire pas de solution, forcément, mais il y a toujours cette étape de la réflexion et d'éviter l'assentiment. C'est-à-dire on est toujours dans un jugement, on juge les choses pour pouvoir les connaître, pour pouvoir les comprendre, mais c'est jamais définitif, il n'y a jamais un assentiment, parce que l'assentiment, c'est la fin de toute réflexion. Ce que je veux dire, c'est que rien n'est sûr. Rien n'est établi et la philosophie, c'est mettre au panier toutes les convictions et toutes les certitudes. En fait, les choses sont ce qu'elles sont, mais on pense qu'elles sont ce qu'on pense qu'elles sont. Donc, on a toujours une fausse idée des choses. On a notre regard d'humain et les choses ne sont pas comme on les voit, ou comme on les entend, ou comme on les ressent. Un philosophe n'est pas plus que qui que ce soit. Disons que le philosophe, il va répondre à des interrogations. Mais les interrogations qu'il se pose, ce sont ces interrogations. C'est ce qui fait que la philosophie correspond au philosophe. Il n'y a pas une seule philosophie comme il y aurait une mathématique. Bon, la philosophie, on n'est pas dans ce domaine-là. On se demande qu'est-ce que c'est la vérité, qu'est-ce que c'est la sincérité. Donc, on est toujours dans un positionnement qui correspond à soi-même. Donc, la philosophie, au départ, elle dépend de l'individu. Après, elle va s'appliquer à l'humanité parce que le philosophe, évidemment, est humain et c'est ce qui correspond à tous les humains. C'est-à-dire que dans chaque humain, il y a quelque chose de semblable. Mais pour autant, ce que dit Kant, c'est Kant qui le dit. Et il ne faut pas prendre la philosophie comme quelque chose de vrai, mais c'est quelque chose de toujours possible. Si tu t'intéresses au cinéma, tu vas lire des critiques de cinéma et tu vas t'apercevoir que certaines critiques correspondent bien au goût que tu as. C'est-à-dire, un critique va te dire ce film est super, tu y vas, effectivement, tu le trouves super. Bon, donc tu vas te dire, ce type-là, il a les mêmes goûts que moi. Donc forcément, pour aller voir un bon film, tu vas plutôt écouter ce critique-là. La philosophie, c'est pareil. Quand tu lis un philosophe et que tu te dis, tiens, ce qu'il dit, ce type-là, j'aurais pu le dire, ou alors je suis totalement en adéquation avec ce qu'il dit, eh bien c'est quelqu'un que je te conseille de lire. Par contre, si tu prends un philosophe et que tu comprends rien, ou alors que ça t'amène à rien, que tu dis mais qu'est-ce que c'est ce mec-là, qu'est-ce qu'il me raconte, ça correspond. Bon, là tu laisses tomber. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire, à l'écoute des familles, en compagnie de Clément Chélan, autour de son livre « Et si la philosophie ?» On laisse le soin à Marie-Françoise de nous lire un premier extrait. Et si nous suspendions notre jugement ? De toutes les philosophies, le scepticisme est celle qui reflète le mieux le désir insatisfait de trouver la vérité, celle aussi qui exprime le mieux la capacité à se poser et à réfléchir pour s'approcher au plus près du réel. Dans ce monde actuel où tous pensent détenir la vérité, où dire que l'on doute semble interdit,
où celui qui juge passe pour celui qui sait, je vous invite à rencontrer la philosophie des sceptiques. Les sceptiques ont compris que le réel est inaccessible et que nous sommes dans une réalité, donc une vérité relative. Les sceptiques pensent que rien n'est sûr, parce que nos sens et nos dires ne sont pas toujours en concordance. Prenons la vue et le toucher. Regardons la couverture d'un magazine, la photo d'une artiste de cinéma. Nous la voyons en 3 dimensions et nous pouvons juger du galbe de ses hanches, ainsi que de la longueur de ses cils, nous apprécions ses formes. Nous utilisons là comme sens la vue. Mais si nous passons les doigts sur le papier glacé, nous n'y sentirons que du plat. Alors, qui a raison ? Les yeux ou les doigts ? Ceci est un exemple simple pour montrer que le manque de concordance entre les sens démontre bien l'idée que rien n'est sûr en ce monde. Nos sens, comme les apparences, nous trompent. Pour le même objet, les avis diffèrent. Rien n'est sûr. Tout ce que l'on peut dire, c'est que l'on ne peut rien dire de tout. Le sceptique se refuse donc à juger. Il suspend son jugement, ce qui a pour nom époquer. Et cela lui permet d'aller plus en avant dans une compréhension, une recherche de la vérité. Cela évite de juger trop vite, sans comprendre, car juger, c'est ne pas comprendre. Quand on comprend les causes et les effets, la causalité, la responsabilité s'efface. Mais pour s'exercer, la justice a besoin de la responsabilité et de penser que nous sommes libres de nos actes. La philosophie des sceptiques est la philosophie même. Considérer que rien n'est sûr, c'est se donner la possibilité d'examiner en profondeur l'objet de nos interrogations. Juger du bien et du mal, du bon et du mauvais, du pertinent ou du non pertinent, du beau ou du laid, du raisonnable ou de l'irraisonnable, de ce que l'on peut permettre ou interdire, et l'on pourrait continuer cette liste. Notre époque est parsemée de décisions hâtives, prises à l'emporte-pièce. Cela pourtant ne dépendrait que de nous de mettre un peu de sagesse dans la perception de ce qui nous entoure. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, à l'écoute des familles. On retrouve Clément Chélan qui nous parle de son livre « Et si la philosophie ?» Et si la philosophie avec 3 points de suspension. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça ? Tous les chapitres, il y en a 89, ce sont des petits chapitres qui sont écrits sur une page et demie à peu près, commencent par « et si ?» Et si ceci, et si cela, bon, et avec 3 points de suspension. Parce que ça fait penser à une interrogation, ça fait penser à une supposition, et ça fait penser aussi à une suggestion. Ce sont des sujets que tout le monde se pose, qui sont un petit peu récurrents, et qui ne trouvent jamais réponse. C'est en fait ce bouquin, c'est le livre que j'aurais aimé trouver au moment où j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie. Ce qui se passe quand on commence à s'intéresser à la philosophie, on tombe souvent sur des livres qui sont absconses, qui sont confus, qui correspondent, comme je disais tout à l'heure, à un philosophe, pas forcément à une philosophie généraliste. Et il y a quelques idées dans un bouquin, et puis basta, quoi. On reste avec ces 2-3 idées, mais on n'a pas une idée globale de la philosophie. Alors que là, ce sont des sujets qui sont récurrents dans le sens où j'ai animé pendant plusieurs années un atelier philo. Il y a eu la Covid, a commencé, donc on a été assigné à résidence. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai réécouté les séances, parce que ce que je faisais en atelier, je mettais un petit dictaphone pour enregistrer la séance, ce qui me permettait après de réécouter. Donc ça me permettait de travailler et de m'améliorer. Et puis je me suis dit, ce serait peut-être pas idiot de prendre les questions les plus intéressantes et celles qui sont assez récurrentes, qui correspondent à des vraies interrogations, de les mettre sur papier et puis d'y répondre de façon concise, précise, pas fumeuse, que tout le monde puisse comprendre, et de faire toutes ces questions-là.
Alors bon, j'aurais pas dû parce que finalement c'est un travail de fou. J'en ai relevé à 89, ce qui est pas rien. Et j'ai travaillé à ça pendant une bonne année. Et j'ai mis ça de manière compréhensible et très concise. Ce que je fais dans le livre, je montre un chemin. Alors je dis pas que c'est le bon. C'est parfois un chemin qui paraît évident, c'est parfois le mien. Hein. Comme je disais, la philosophie dépend donc du philosophe, mais au moins je montre à celui qui lit qu'un chemin existe. Donc c'est un exemple qui est à suivre ou non, mais c'est quand même un exemple. Et la personne qui va lire ça va trouver ce chemin-là, va l'emprunter peut-être un petit peu au début, s'il est d'accord avec ce chemin, et ce chemin-là, qui est déjà tracé, va lui permettre peut-être de prendre un petit peu la tangente et de fabriquer son propre chemin. C'est ça qui est intéressant. Deuxième extrait de « Et si, la philosophie de Clément », lu par Marie-Françoise. Et si les apparences n'étaient pas aussi trompeuses qu'on le dit? Nous pensons tous que les apparences sont trompeuses. Aurait-elle une volonté malicieuse à vouloir nous faire prendre les prestidigitateurs pour des magiciens? Saint Thomas nous dit qu'il ne croit que ce qu'il voit. Peut-être, et cela me semble plus juste, qu'il ne voit que ce qu'il croit. Dès que nous sommes en présence d'un objet de curiosité, nous ne pouvons nous empêcher d'avoir sur lui une appréciation, un jugement en quelque sorte, même si le mot jugement est ici un peu trop fort. Mais il est certain que nous ne manquons pas d'analyser en premier lieu ce que nous percevons selon 4 catégories. Est-ce beau ou laid, bien ou mal, bon ou mauvais, et surtout vrai ou faux. Et c'est sur ce dernier point que nous nous trompons souvent. Les apparences sont trompeuses parce qu'elles dépendent de nos affects et aussi de ce que l'on est. Il n'y a pas d'intention en elles à nous induire en erreur. Prenons un exemple simple. 4 hommes regardent un bel arbre. C'est un grand chêne majestueux. Ces hommes sont respectivement artistes peintres, bûcherons, écologistes et ébénistes. Je suis bien sûr qu'aucun d'eux ne regarde l'arbre de la même façon. L'apparence de l'arbre n'aura pas la même signification selon celui qui le regarde. Nous modifions l'apparence en fonction de ce que nous sommes. Elle revêt, selon nos inclinations, nos affects, nos percepts, des dimensions différentes. Voilà des bonbons. Ils sont de toutes les couleurs dans une coupelle posée sur la table, comme une délicate attention. Je suis bien sûr qu'ils vous apparaîtront différemment selon l'intérêt que vous leur portez. Ceux qui aiment les bonbons et ceux qui ne les aiment pas ne les regardent pas de la même façon, n'est-ce pas? L'affect, les sentiments, les émotions, les sensations en général vont faire prendre à l'apparence des teintes inhérentes à notre personnalité. L'apparence qui est unique, est pour chacun systématiquement modifiée par lui-même et pour lui-même. Peut-être devrions-nous dire « Non, les apparences ne sont pas trompeuses. Elles sont sans intention, sans finalité, sans concept, sans intérêt, sans pourquoi. Cessons de voir les choses comme on voudrait qu'elles soient. Essayons d'être au plus près de ce qu'elles sont. » Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire à l'écoute des familles. On retrouve une dernière fois Clément autour de son livre « Et si, la philosophie ». C'est destiné à quel genre de gens, ton bouquin? Je dirais à tout le monde, vraiment à tout le monde, parce que ça peut intéresser celui qui veut commencer la philosophie, parce que ce sont des textes courts. L'avantage c'est ça, parce que quand tu te tapes 200 pages sur une idée, tu vois, bon là, chaque sujet pourrait donner lieu à un livre. Il y en a 89 de sujets. Et je fais faire l'économie aux gens qui lisent ce livre de lire 89 livres.
Tu vois. Donc ils ont déjà une idée sur 89 sujets. Ça peut s'adresser de l'adolescent, de l'étudiant jusqu'au prof. Qui peut retrouver comme ça, en lisant en diagonale, des sujets qui eux ont l'habitude de faire ça en 1 heure, en 1h30, en 2 heures, et là en 4 minutes, un texte, tac, ils ont l'essentiel. Ça peut s'adresser aussi à celui qui anime un atelier philo. Là, il a 89 sujets d'atelier. Il a déjà une base de son atelier. Donc, ça s'adresse pratiquement à tout le monde, à tous ceux qui se posent des questions finalement. Ce livre est un cadeau. C'est un cadeau que je fais pour tous les lecteurs. Je suis aveugle et je touche une allocation qui me permet de vivre petitement, mais je vis. En gros, les gens susceptibles d'acheter mon livre me donnent par leurs impôts un petit peu d'argent. Donc je trouvais maladroit et malhonnête de vendre mon livre. Ce livre, il coûte 6,50 €. Il devrait coûter à peu près 20 €. Et c'est juste les frais de l'imprimeur. Et il y a, selon qu'on le reçoit chez soi ou dans un relais, il y a 2 ou 3 € de frais de port. Moi, j'ai rien dessus et je veux rien. C'est un cadeau que je fais, comme la société me fait le cadeau de me permettre d'acheter ma baguette de pain, et puis voilà, quoi. Tu vois ? Moi, je suis aveugle. Et ce bouquin, pour moi, c'est rien. C'est-à-dire, je ne le vois pas. Je ne vois pas la pochette, je ne vois pas ce qui est écrit. C'est inutile. C'est d'une inutilité totale. J'ai produit quelque chose qui me sert à rien. Mais vraiment rien pour moi. Donc, si j'ai produit ça, c'est pour les autres. C'est un cadeau que je fais aux autres, c'est que je transmets mes connaissances et ma passion en espérant que ça va aider des gens. Et évidemment, pour ceux qui sont dans le même état que moi, c'est-à-dire qui n'ont pas une vision suffisante pour le lire, eh bien, j'ai confié ça à des donneurs de voix qui sont en train de bûcher là-dessus, quoi, qui sont en train de l'enregistrer. Et on vous tiendra bien sûr au courant lorsque l'audio-livre sera disponible. Et si vous voulez vous procurer le livre tout court, vous pouvez passer par la Fnac ou vous rendre sur la page Facebook de Clément. Faites une recherche à Clément Philosophie. Vous pouvez également nous contacter via l'imaginoire@lilo.org. Vous êtes donc à l'écoute de l'Imaginoire, à l'écoute des familles, et on enchaîne avec Valérie qui nous propose là sa toute première chronique de podcast. Amis auditeurs, bonjour, je suis Valérie. Vous avez peut-être découvert dans l'Imaginoire d'Avril mon parcours, celui d'une psychologue qui rêve de faire de la radio. Comme annoncé par Sébastien qui m'a ouvert l'antenne, me revoilà, me revoilou. Je reviens dans votre Imaginoire pour vous présenter La Peau, votre nouveau rendez-vous mensuel de l'actualité des podcasts. Bonjour et bienvenue à La Peau, la revue critique des podcasts. Pourquoi une chronique sur l'actualité des podcasts ? On connaissait le goût des Français pour la radio, on découvre leur engouement pour l'audio. Depuis quelques années, et probablement plus encore depuis le confinement, le podcast a le vent en poupe. Casque sur la tête ou oreilles grandes ouvertes, tout le monde se balade ou se love pour l'écouter et se laisser embarquer. L'offre explose en même temps que les plateformes d'écoute se multiplient. Il y aurait à ce jour plus d'1 million de podcasts en ligne, soit plus de 30 millions d'épisodes disponibles. Oui, à ce stade, on pourrait presque parler de melting pot. On savait que d'une pomme pouvait naître une grande histoire, mais on ne se doutait pas que la petite pomme qu'est l'iPod pourrait contenir des millions d'histoires, d'émissions, broadcasts, à télécharger sur le petit appareil. De cette rencontre est né en 2003 le podcast, un nouveau média au nom intraduisible. Les Canadiens l'appellent balado, les Suisses podiffusion, les Français podcast, et en son temps, un Philippe Meyer parlait de pot de cast en 3 mots. Nous, on dit la peau, au féminin, P-O, homophone de notre enveloppe sensorielle et avec un circonflexe parce qu'on a un casque sur les oreilles. Alors voici La Peau, la revue critique des podcasts, parce qu'il fallait bien une émission à ce média de poche pour vous emballer et vous laisser emporter.
La peau est présentée par Valérie, réalisée et produite par Sébastien de Résonance et diffusée sur l'Imaginoire. C'est parti, amis auditeurs, ouvrez votre oui à la peau. Pour cette première de la peau, impossible de ne pas commencer par celle qui nous a fait tomber dedans dans le pot de la peau. J'ai nommé la bien nommée Charlotte Bien-Aimée, productrice d'un podcast à soi sur Arte Radio, pionnier français des podcasts, qui les promeut, les produit et les diffuse sur sa web radio depuis 2002. Un podcast à soi est né en 2017 et compte à ce jour 34 épisodes. Le titre de l'émission fait référence à Une chambre à soi de Virginia Woolf et annonce la tonalité du programme. Un podcast à soi traite de sujets de société sous un angle féministe, ou plus exactement sous les angles des féminismes, et mêle de façon très sensible entretien, interview et lecture. Mais qui mieux placé qu'elle pour en parler? La qualité de l'entretien est mauvaise. Il s'agit d'une captation d'un webinaire qu'elle animait quand imaginaire et plaisir féministe se libèrent. À retrouver sur le site de la BPI. Allez-y, tendez l'oreille. Diala qui me demande la question du rôle de l'audio comme outil qui réinvente les imaginaires, et c'est vrai que donc elle me posait la question que c'est pour moi la radio, les podcasts sont un outil absolument extraordinaire pour le féminisme, les féminismes, parce que on est libéré de l'image, mais il y a quelque chose des émotions, comme vous dites aussi, Élise, la question des émotions qui peut passer vraiment de manière très charnelle. On écoute un podcast, c'est très intime, ça rentre dans le corps, les sons, les voix, les accents, les silences. Il y a quelque chose de quand même d'intime dans l'écoute d'un podcast et donc de politique forcément. Et je pense que c'est une expérience en soi d'écouter des témoignages, d'écouter des réflexions, d'écouter des poèmes. Et encore une fois, les différences de voix, les différents accents, ça participe aussi de faire entendre une multiplicité de voix, et puis de reconnaître les violences sans être dans la victimisation ni dans le sensationnalisme, mais de pouvoir les entendre réellement. Enfin, on parle beaucoup de révolution de la parole, on est beaucoup à dire que c'est surtout une révolution de l'écoute, et que je pense que les podcasts permettent d'accompagner cette révolution et de la rendre sensible, de la rendre, de se réapproprier nos émotions aussi par cette écoute. Voilà. Charlotte Bien-Aimée a à cœur de croiser les points de vue et les approches pour appréhender et faire comprendre la pluralité de la parole des femmes, faire entendre leur diversité et en ce sens les féminismes. Charlotte Bien-Aimée et l'équipe qui l'entoure proposent des entretiens avec la plupart du temps des femmes qui font part de leur expérience, des interviews de chercheurs, sociologues, philosophes, historiens qui ont pensé et théorisé les questions abordées, et des lectures de poèmes, manifestes, extraits de romans, d'essais, d'auteurs engagés. Par où commencer? Soit par le numéro 1, sexisme ordinaire en milieu tempéré, soit piocher au hasard et selon les thématiques qui vous intéressent. La peau aime particulièrement les épisodes suivants. Épisode 18, Sexualité des femmes, la révolution du plaisir. Épisode 19, Féminisme et handicap, les corps indociles. L'épisode 13, Entre femmes. Ou encore le 33, La vie des seins. À chaque fois, la magie des ondes opère et un podcast à soi a réussi cet exploit de créer à la fois une parenthèse dans le temps et l'espace et une ouverture de nos esprits, de nos regards. Pour conclure ce premier numéro de La Peau, je me permets, sans son autorisation, mais j'espère avec son consentement, de reprendre le mot de la fin d'un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée. Vive la radio et vive les podcasts. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Valérie, Marie-Françoise et Clément. Vous étiez à l'écoute de l'Imaginoire, à l'écoute des familles. Une émission pensée et réalisée par des familles touchées par la déficience visuelle, mais destinée à être écoutée par tout le monde. Si vous voulez rejoindre l'aventure ou en savoir plus sur le projet, contactez-nous par mail à l'imaginoire@lilo.org. En passant nous rendre visite sur notre page Facebook, le facebook.com/l'imaginoire, ou en contactant votre radio qui nous passera le message.
L'Imaginoire à l'écoute des familles est un projet accompagné par l'association Résonance et soutenu par la CAF Drôme et la fondation BP Aura. À très bientôt pour une nouvelle émission.